Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur la plateforme École au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous allons voir un thème toujours dans le sillage de l'impérialisme, ce qu'on appelle l'impérialisme japonais. Et ici, quand on parle de l'impérialisme japonais, on avait fait un cours sur l'impérialisme d'une manière générale. Et là, j'espère bien que vous retenez ce que veut dire l'impérialisme, qui est une volonté de domination d'une grande puissance vers les puissances faibles, ou moins des pays riches et développés vers des pays qui ne sont pas riches et développés. Donc ici aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est en tant que tel l'impérialisme en Asie. Et dans cet impérialisme en Asie, les pays qui avaient incarné cet impérialisme-là, c'est-à-dire que l'impérialisme japonais, cela signifie tout simplement ici la domination du Japon ou le processus de domination du Japon vers les autres. Tel qu'aujourd'hui, la Chine, qui est le concurrent potentiel du Japon, a été à un moment donné dominée par le Japon. Donc, c'est ce qui va me permettre de voir d'abord en introduction quelques concepts pour introduire l'impérialisme japonais, ensuite de voir les fondements, les moyens utilisés et les manifestations de l'impérialisme japonais en quelque sorte. Alors, en guise d'introduction, on peut dire que jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1850, le Japon est un pays fermé et archaïque. Donc, le Japon a été un pays fermé et archaïque. Ça veut dire que jusqu'au milieu du 19e siècle, le Japon était un pays qui s'était enfermé sur lui-même et également un pays qui vivait dans l'archaïsme. Et c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle que le Japon va connaître une révolution, ce qu'on appelle la révolution du Meiji. Révolution du Meiji. Alors, cette révolution du Meiji, ça signifie quoi? C'est une révolution qui a eu lieu en 1868 et menée par Mitsuhito. Cette révolution signifie quoi? Le terme de Meiji est un terme qui renferme à la politique éclairée. Donc la révolution du Meiji, une politique éclairée. Alors, dès l'instant qu'on parle, d'abord le contexte, nous avons un Japon qui était fermé et archaïque. Ensuite, à la suite d'une révolution en 1868 menée par Mitsuhito, le Japon déclenche une révolution d'une politique éclairée. La politique éclairée, c'est quoi? C'est le fait que le Japon va sortir de son enfermement, puisqu'il était enfermé, mais également de son archaïsme. Et à partir de ce moment, il commence à collaborer. Non, cette collaboration et cette volonté de domination va naître à l'issue de cette révolution du Meiji qui avait eu lieu en 1868. Donc, à partir de ce moment, le pays se modernise et devient l'égal des grandes puissances. Donc, on assiste à une modernisation. On assiste à une modernisation du pays. Parce que là également, c'est l'importance d'une révolution. À chaque fois qu'il y a une révolution, on voit des avancées sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan technique, etc. Et puisqu'il y a des avancées, c'est la raison pour laquelle il y a eu une modernisation du pays à l'égard des grandes puissances. Et à l'instar de l'Occident, l'Empire du Soleil Levant, donc le Japon est également appelé l'Empire du Soleil Levant. Là aussi, il faut bien le considérer. Quand vous entendez qu'on parle de l'Empire du Soleil Levant, c'est le Japon qu'on parle, se lance dans une politique de conquête qui fait de lui une puissance expansionniste. Donc, à partir de ce moment-là, le Japon va tout simplement se lancer. Le Japon se lance dans une politique de conquête. Politique de conquête.
Maintenant, dès l'instant qu'on dit que le Japon se lance dans une politique de conquête, cela signifie que sa volonté expansionniste, sa volonté impérialiste se dessine. Maintenant, et cette volonté impérialiste-là se dessine pour plusieurs raisons. Donc voilà en introduction ce qu'il faut retenir. Et puisque cette volonté impérialiste-là se dessine sur plusieurs rayons, ou a beaucoup de justifications, c'est ce qui va nous permettre de voir en grand plan les fondements de l'impérialisme japonais en tant que tel. Les fondements de l'impérialisme japonais. Parce que également, il faut avoir des justifications ou des justificatifs par rapport à l'impérialisme japonais. On ne s'est pas levé un jour pour voir que le Japon a commencé à faire l'impérialisme sans aucune justification. Donc, il y a des justifications. Et ces justifications-là, c'est ce qu'on appelle les fondements de l'impérialisme japonais. Il y a des justifications économiques. Ces justifications économiques-là sont appelées les fondements économiques, en grand temps. Les fondements économiques. Qu'est-ce qu'on entend par ces fondements économiques-là? Ça veut dire que sur le plan économique, ce qui a permis au Japon de vouloir mener impérialisme par rapport aux autres pays de l'Asie. Alors, le point de départ de ce fondement économique, c'est la révolution du Meiji. Parce que là également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la révolution du Meiji signifie une politique éclairée. Et quand on parle d'une politique éclairée, là, également, il y a un aspect économique. Et cet aspect économique-là, c'est ce qui concerne les fondements économiques de l'impérialisme japonais. Alors, cette révolution du Meiji va favoriser la constitution de grands groupes industriels. Donc, la révolution du Meiji qui favorise la constitution de grands groupes industriel. Cela veut dire que l'industrie se développe au Japon. Maintenant, avec cette constitution de grands groupes au niveau du Japon, il y a ce qu'on appelle les Zaihatsu. Comme ça. Donc, ces Zaihatsu-là, c'est un grand groupe capitaliste. Donc, ici, un groupe capitaliste. Un groupe capitaliste japonais contrôlé par un clan familial. Donc, et dès l'instant qu'on parle de groupe capitaliste, on fait référence également au capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? Comme on avait toujours vu, le capitalisme est tout simplement un système économique et politique parfois même à la fois, basé sur la recherche de profit et sur la propriété privée. Dès l'instant qu'il y a eu la naissance et le développement de ces grandes industries-là au Japon, ça veut dire qu'il y a l'idée d'un capitalisme ou d'un impérialisme économique, ici prôné par ce qu'on appelle les Zaihatsu. Donc, toujours par rapport à cela, l'industrie japonaise reste subordonnée à la contrainte extérieure pour son approvisionnement en matières premières, mais également pour ses débouchés. Donc, dès l'instant qu'il y a des industries, les besoins se manifestent. Besoins en matières premières, mais également les débouchés. Alors, dès l'instant qu'il y a besoin en matières premières et les débouchés sont là, donc le Japon est obligé d'aller chercher cette matière première-là et ces débouchés-là ailleurs. Maintenant, il faut qu'il aille chercher ça ailleurs, à partir de ce moment, puisqu'il n'avait pas de collaboration pour qu'il puisse y avoir d'échange de produits ou de matières premières entre le Japon et les autres pays, il est obligé de faire ce qu'on appelle l'impérialisme. Cela veut dire tout simplement de dominer un État ou de dominer un pays, une ville, afin de bénéficier de la matière première et des débouchés de cet État-là. Donc, c'est ce qui justifie le fait que le Japon va obtenir des zones d'influence au niveau du continent asiatique. Donc, le Japon veut obtenir par la force des ressources alimentaires, minéraires et énergétiques nécessaires à son développement. Donc, ainsi, il est allé dominer pour obtenir les ressources qui permettent à son industrie de fonctionner. Donc, c'est ça qu'on appelle les fondements économiques de l'impérialisme japonais. Et en grand B, on va voir les fondements politico-militaires
les fondements politico-militaires de l'impérialisme japonais. Alors, sur le plan politique et militaire, depuis le lancement de l'ère Meiji en 1868, révolution également Meiji de 1868, parce qu'elle a également une révolution et aussi politique, non seulement économique, mais politique et militaire, parce que dans cette révolution, il peut y avoir l'intervention de l'armée, il peut y avoir l'intervention des hommes politiques ou de la politique tout simplement. Le Japon a réorganisé sa flotte et son armée à l'européen, donc une réorganisation de la flotte. Réorganisation de l'armée japonaise et de sa flotte, c'est-à-dire son armée maritime, à l'image de l'Europe, c'est-à-dire à l'image des armées européennes. Donc, puisque le Japon s'était enfermé sur lui-même pendant très longtemps, à partir de 1868, le Japon a connu une ouverture. Et c'est cette ouverture-là qui va lui permettre d'apprendre à l'extérieur et de pouvoir se mesurer à l'égard de ces puissances européennes-là. Donc, l'armée et la marine vont partager les mêmes objectifs que les Zaihatsu et le pouvoir impérial. Donc, l'armée, la marine, les Zaihatsu vont partagent les mêmes objectifs. Et s'ils partagent les mêmes objectifs, les objectifs c'était clair, c'était tout simplement de dominer les autres parties du continent asiatique et de pouvoir se ravitailler par la force, ou bien pouvoir se ravitailler pour obtenir les ressources gratuitement sans pour autant payer ou sans pour autant entrer en contact direct avec ces pays-là. C'est ce qui fait que et se sentent assez fortes pour mener une expansion militaire. Donc à partir de ce moment, le Japon lance des expansions militaires. Alors, dès l'instant qu'il développe son armée, qu'il développe sa flotte maritime et qu'il collabore avec les Zaihatsu, à partir de ce moment, le Japon peut maintenant lancer des expansions militaires pour dominer par la force les autres pays qui étaient à son extrémité, comme le cas au temps des vassaux. Donc le Japon veut se montrer aux autres puissances sa capacité de frappe est traitée d'égal à égal avec elles. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses ici. D'abord, sa volonté de montrer sa puissance aux autres pays de l'Asie, mais également sa volonté de montrer son puissance et de se mesurer aux pays occidentaux, c'est-à-dire à l'Europe d'une manière générale. Donc voilà, d'une manière générale, les deux premiers fondements, les fondements économiques et les fondements politico-militaires. On va revenir sur les fondements idéologiques et les fondements stratégiques. T'as www.suividecolosénégal.com